Madame Maladjid, bonjour et Bonjour. bienvenue à Strasbourg. Vous êtes rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Pouvez-vous nous décrire plus précisément le cadre de votre mandat ? Alors, je suis rapporteur effectivement spécial des Nations Unies sur la vente d'enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution enfantine. Ce protocole est rattaché ce mandat est rattaché au protocole additionnel à la Convention des droits de l'enfant qui porte sur la vente d'enfants, la prostitution et la pornographie impliquant des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Un rapporteur nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous sommes indépendants, nous travaillons bénévolement pour les Nations Unies. L'objectif, c'est réellement d'être sûr que ce protocole est mis en œuvre et surtout que les enfants sont protégés. Quels sont les outils dont je dispose en tant que rapporteur ? Donc, j'ai la possibilité de faire 2 à 3 visites pays où je me rends dans les pays. Et effectivement, j'évalue avec les pays la situation et fais des recommandations à ce sujet. Je rencontre aussi les enfants et les associations qui interviennent dans le domaine. J'ai la possibilité de recevoir des allégations quand il y a eu des problématiques où il y a eu des enfants victimes de violences relatives à mon mandat. Et le troisième point, je fais 2 rapports annuels, un à l'Assemblée générale de New York et un au Conseil des droits de l'homme. Donc nous sommes une sorte d'outil de monitoring et de veille des droits de l'enfant, donc en l'occurrence en ce qui me concerne, la protection des enfants contre le fléau d'exploitation. Quelles sont, selon vous, les causes fondamentales de la vente d'enfants, de la prostitution enfantine et de la pornographie impliquant des enfants ? Et quelles sont les meilleures façons de chercher à mettre un terme à ces phénomènes ? Bon, en ce qui concerne les causes, elles sont complexes parce que ce sont des facteurs multidimensionnels. C'est aussi un phénomène qui évolue dans le temps. Quand on voit, vous avez des causes socio-économiques bien sûr, mais il y a effectivement la pauvreté, mais ce n'est pas la seule explication. Vous avez toute la problématique des familles dysfonctionnelles, donc des familles qui ne sont pas aptes à protéger leurs enfants parce qu'économiquement elles n'ont pas les moyens ou psychologiquement, éducativement elles n'ont pas les moyens. Vous avez l'autre problème qui est important aussi, c'est toute l'accessibilité des enfants et de leurs familles aux services sociaux de base, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit des conditions de vie décentes, l'enregistrement à la naissance aussi qui est un point important. Et vous avez bien sûr les autres facteurs qui sont les facteurs quand vous avez des conflits, quand vous avez des conflits politiques, quand vous avez des catastrophes humanitaires qui font qu'effectivement tout le système est mis en jeu et donc les enfants sont moins protégés. Et puis vous avez un point qui est capital, c'est la dimension des technologies, elles ne sont pas si nouvelles que ça, des technologies de l'information et de la communication qui sont on les retrouve partout, donc les enfants les utilisent beaucoup. Donc il y a ce volet-là. Et puis vous avez aussi toute la dimension de l'évolution de l'industrie du tourisme. On voyage plus et on se déplace plus. Et puis la demande, parce que quand même l'exploitation sexuelle des enfants à but commercial est une industrie qui rapporte des milliards au niveau des producteurs. Donc, si vous voulez, très rapidement, c'est beaucoup de causes. Donc, effectivement, ces causes-là, il y a les facteurs de pousser, les facteurs d'attraction. Donc, pour arriver à combattre, il faut combattre toutes ces causes en même temps. Et c'est là la grande difficulté. Parce qu'il faut agir sur le niveau social et économique, il faut agir sur le niveau législatif, parce qu'il ne faut jamais oublier que les prédateurs sexuels ont une très bonne connaissance des lois. Et quand vous avez dans un pays des lois très strictes, ils iront dans un autre pays. Donc, quand on parle de législation, c'est effectivement des législations harmonisées avec les outils ratifiés, que ce soit la Convention des droits de l'enfant, le protocole additionnel, la Convention de Lanzarote, la Convention contre la cybercriminalité, le protocole de Palerme. Donc c'est important, mais harmoniser n'est pas suffisant. Il faut aussi que ces lois soient appliquées, soient connues par les enfants et les communautés, soient accessibles et aisément accessibles. Donc c'est un point. Le deuxième point aussi qui est important, c'est avoir des systèmes qui permettent de détecter très vite les enfants, qui garantissent leur protection, les enfants victimes aussi, les enfants témoins, qui assurent une prise en charge cohérente, qui réparent la problématique et qui fait en sorte d'assurer un suivi aux enfants. L'autre point qui est hyper important, c'est toute la problématique de la protection en ligne. Donc la protection en ligne, c'est bien sûr les button abuse, c'est les filtres, mais c'est aussi la responsabilité morale et légale des fournisseurs d'accès Internet et des télécoms en matière de blocage des sites. Pour moi, c'est capital parce que j'insiste sur le fait qu'une fois que les images sont rentrées dans le circuit, il est très difficile de les retirer. Et j'insiste sur le fait que ces images qui circulent incessamment ont un impact réellement sur ces enfants, même à l'âge adulte. Donc c'est un point important.
L'autre point qui est important aussi, comment combattre, c'est effectivement avoir des systèmes de protection. Et quand on analyse la situation, vous avez beaucoup de systèmes, mais vous n'avez pas une approche intégrée, c'est des systèmes fragmentés et on ne sait pas ce que deviennent ces enfants. Et enfin, ce qui est capital aussi, qui est important, c'est la prévention, comme je vous le disais, donc prévenir sur plusieurs points, travailler sur les campagnes et l'information de sensibilisation qui soient accessibles et aisément compréhensibles par les enfants, où qu'ils soient. Et un point qui est capital, on ne peut pas travailler sans système d'information, sans système de monitoring, parce qu'il faut qu'on suive et qu'on évalue. Et enfin, vu la dimension transnationale de ces fléaux, sans une coopération transnationale, sans une coopération internationale réellement efficace, où on a des cadres juridiques communs, ça c'est capital, où on a des pratiques harmonisées et on a une coopération en matière d'échange d'informations, en matière d'échange de pratiques, en matière d'extraterritorialité, en matière de justice entre les polices, entre tous les acteurs, il est impossible de dire qu'on puisse combattre ce phénomène parce qu'il faut qu'on ait des politiques qui soient à la fois réactives et proactives. Il faut qu'on anticipe parce qu'il est de plus en plus difficile avec les technologies de rapidement identifier des enfants et de situer les prédateurs où qu'ils soient parce qu'ils sont un peu partout dans le monde. Quel regard portez-vous sur le dispositif européen de la Convention de Lanzarote et notamment sur sa mise en application concernant les mécanismes de suivi ? La Convention de Lanzarote, moi, c'est une convention qui me convient très bien. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas du tout en contradiction avec le protocole et qu'elle vient le compléter parce qu'elle a intégré beaucoup de dispositifs et particulièrement le grooming, donc toute l'utilisation des réseaux sociaux. Elle identifie l'enfant comme un enfant de moins de 18 ans, donc on n'est plus sur un axe où on parle d'âge de consentement sexuel, donc c'est important. Elle est très large parce qu'elle couvre la pornographie, mais toutes les formes d'exploitation sexuelle. Donc pour moi, c'est un outil qui est réellement complet et qui est en adéquation avec ce qui se passe actuellement, donc qui est réellement contemporain et qui complète le protocole relatif à la vente d'enfants, qui complète le protocole de la cybercriminalité, qui complète aussi le protocole de Palerme. Donc pour moi, il n'y a pas d'anachronisme. Donc pour moi, c'est une convention à ratifier, tant par les États membres que par les États non membres. Pourquoi cette ratification est importante ? Parce que la ratification crée des obligations pour les États en vue réellement d'harmoniser et d'adopter des pratiques. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Le point important aussi, c'est effectivement, c'est beau les ratifications, mais il faut encore suivre en pratique ce qu'elles sont devenues. Et donc cet outil de monitoring, même light, permet de voir un petit peu ce qui se fait. Sachant que le monitoring ne doit pas être vécu comme un outil de contrôle, mais un outil d'accompagnement pour améliorer les réponses apportées et la situation en matière de protection des enfants. Et dans ce cadre, quel est le but de votre visite à Strasbourg ? C'est poursuivre le combat, hein, c'est pas aisé. Et je suis contente d'être là parce qu'il y a la campagne 1 sur 5 donc, qui a été lancée par le Conseil de l'Europe en vue réellement de sensibiliser et de mobiliser tous les acteurs, qui soient étatiques et non étatiques, enfants compris, communautés, parce que comme je vous disais, il y a une responsabilité partagée, mais qui dit responsabilité partagée veut dire aussi reddition des comptes, hein, chaque acteur a une responsabilité bien précise. L'autre point aussi, c'est qu'actuellement, il y a tout ce dispositif de mobilisation et de l'implication de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et des réseaux parlementaires de référence en matière de la lutte contre la pornographie enfantine et de la lutte contre le tourisme sexuel. Donc je suis là pour alimenter les débats, si je peux, avec les compétences que j'ai, mais aussi donner aussi ma fonction, parce que je suis un instrument des droits de l'homme et en l'occurrence des droits de l'enfant, pour appuyer cette campagne et puis pour mobiliser de plus en plus de partenaires. Dernière question, si vous le voulez bien. Comment mieux faire prendre conscience aux enfants eux-mêmes de leurs droits, afin pour eux de mieux faire face aux situations dangereuses ou difficiles ? Alors, les enfants, effectivement, sont victimes de l'exploitation sexuelle, mais aussi, il ne faut jamais oublier qu'ils font partie intégrante de la solution. Donc il faut les considérer comme des acteurs. Et quand on parle d'acteurs, il faut les écouter. Parce que, particulièrement dans les domaines de la technologie, je vous rappelle que le langage Internet, c'est un langage jeune qu'ils maîtrisent très très bien. Il y a de très bons exemples où il y a des Youth Advisory Council qui ont été utilisés dans certains pays, comme l'Angleterre, comme l'Australie, dans d'autres pays européens. Le but étant que ces enfants accompagnent la police à mieux identifier, parce que ça c'est important. Le deuxième point, je pense qu'il faut travailler beaucoup sur le renforcement des capacités de ces enfants en les informant, parce que des enfants informés se protègent mieux, aussi en faisant des acteurs en matière de prévention et de conseil au niveau des jeunes et en les faisant participer depuis le process de l'élaboration
en passant par la mise en œuvre jusqu'au suivi. Et l'autre point qui est important, c'est aussi, je pense, que les pays qui ne disposent pas d'éducation sexuelle devraient les mettre en place. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas une éducation sexuelle qui puisse répondre réellement aux questions, aux interpellations des enfants et des jeunes, le problème, c'est que les enfants font leur apprentissage sur Internet, ce qui a beaucoup de conséquences. Donc pour moi, la participation de l'enfant est capitale. Ça ne se résume pas à des exhibit shows. C'est un processus d'accompagnement, d'implication et d'actorisation des enfants parce qu'ils sont réellement acteurs de la solution. Madame Malajid, merci beaucoup. Je vous en prie.